Présenté à nouveau. Moi, c'est Issam Ouad, agent chargé de développement de projet avec le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse, le CDN. Puis, je vous souhaite la bienvenue à notre 7e atelier qui va être présenté par notre animatrice Stéphanie Maillet. Puis, juste vous rappeler que cet atelier fait partie aussi d'une série d'ateliers virtuels organisés par l'équipe des services en développement économique et communautaire du CDN, le CEDEC. Puis, dans le but d'aider et d'outiller les organismes ou entreprises dans cette période de pandémie due au COVID. Puis aussi, ce projet a rappelé que ça ne serait été possible sans l'appui financier de Emploi Développement Social Canada et DSC. Et que, tel que mentionné sur les courriels de rappel, donc l'atelier sera enregistré et les captures d'écran seront faites à des fins de promotion. Donc, ça va être retransmis sur notre site web puis sur notre page Facebook pour les gens qui l'auront raté. Donc là, je vais passer la parole à Stéphanie pour qu'elle puisse s'introduire et commencer l'atelier. Bon atelier à tous. Merci beaucoup, puis bienvenue à cet atelier qui va porter sur l'étiquette virtuelle qu'on appelle aussi le Netiquette. Donc, avant de se lancer dans vraiment cette thématique-là, je vais prendre une minute pour m'introduire pour ceux et celles qui peut-être n'ont pas suivi les autres ateliers. Donc, c'est ça, moi, c'est Stéphanie Maillet. Je suis diplômée de l'Université de Moncton. J'ai fait un baccalauréat en psychologie et je suis aussi diplômée de l'Université de Sherbrooke où j'ai fait un doctorat en psychologie du travail et des organisations. Où je me suis spécialisée en gestion des ressources humaines, en changement organisationnel, en santé psychologique des individus, en tout cas, plein de choses. Actuellement, je travaille, mon emploi à temps plein, je travaille comme professeure à l'Université de Moncton, à la faculté d'administration, mais je fais aussi des contrats de consultation pour différentes entreprises via Fairwinds Training and Development, qui est une firme de consultation basée à Halifax. C'est d'ailleurs au travers de Fairwinds que j'ai eu l'occasion de rencontrer Gwen puis de planifier cette série d'ateliers. Donc, c'est le dernier atelier que moi-même, je vais animer dans toute la série. Il y a un dernier qui va avoir lieu mercredi. Aujourd'hui, c'est ça, l'étiquette virtuelle. Je pense que c'est super important de discuter de ces choses-là parce que des fois, on peut avoir l'impression que vu qu'on est caché derrière un écran, que ce qu'on fait a moins d'importance que si on était en face à face. On peut avoir l'impression que les gens ne peuvent pas me voir ou je vais juste éteindre mon écran, ma caméra, puis mon audio, puis je vais faire en sorte que c'est ça, les gens ne peuvent pas me voir, puis je puisse porter mon pyjama ou là, vous êtes de retour au bureau pour la majorité, mais c'est une façon un peu de se cacher. Mais ce qui arrive, c'est on peut voir beaucoup plus que les gens pensent. Okay? Si là, tout de suite, je regarde les vidéos, ceux et celles qui ont allumé leur caméra, je vois le non-verbal, je vois les gens qui sont en train de travailler sur quelque chose d'autre pendant la séance. Je peux voir les gens qui sont peut-être plus à l'aise, moins à l'aise avec toutes les fonctionnalités. Donc, c'est des choses qu'il faut vraiment être plus aux aguets de ce que les autres peuvent voir par rapport à nous. Donc là, c'est vraiment aujourd'hui de voir comment on peut faire bonne figure virtuelle parce que veux pas, notre crédibilité, notre réputation professionnelle en milieu virtuel, c'est aussi important qu'en face à face. Puis, quels sont les faux pas à éviter aussi? J'ai fait un petit peu de recherche sur YouTube pour voir est-ce qu'il y aurait peut-être une petite vidéo qui démontrait de façon un peu plus avec de l'humour les faux pas nécessairement de les rencontres virtuelles. Puis j'ai trouvé un petit clip, c'est 2 minutes, mais c'est en anglais. J'ai cherché pour quelque chose en français. Il y en a, mais c'était pas nécessairement de très bonne qualité.
Donc, je me permets de vous présenter la prochaine vidéo qui est, selon moi, très comique, mais qui fait le point sur qu'est-ce qu'on devrait faire et ne pas faire. Donc, je vais croiser les doigts que ça va fonctionner. Hello, my name is William Hanson. I'm an Executive Director of the English Manor, and quite a few of us are going to be working from home for the foreseeable future. So it's a good time for us to revise our video conference etiquette. Now, this shot here that you're seeing is pretty good. Fairly boring background, I'm well lit, the angle's good, and the sound and the connection is spot on. That's what you want to aim for. We don't want something too distracting in the background, otherwise the person on the conference is going to start thinking, oh, I like that sofa, I think I've got that cookery book, and they're not going to focus on what you are saying. So keep it as neutral and as dull as possible. They should be focusing on your face, nothing else. Now we know what to do, let's have a look at some of the mistakes that people make when they video conference from home. And that's the sort of thing that we need to yeah, Diana, are you still there? Diana? I can see you. Hello? The angle is critical. We don't want to see the top of your head. We need the lens of the camera pointing directly at your eyes. We've all had computers, phones, laptops and devices with cameras built into them for the last 10 or more years. Why have we still not got this correct? Lighting is key. Please test it in advance. Don't sit there in shadow, otherwise you'll end up looking like an anonymous whistleblower on the news. I can take a look at it and maybe in a few days and get back to you if that's all right for Friday be a reasonable deadline. Hello? Oh, I'll come and see you in a moment. Off you go. Good boy. You might love your pet, but the person you're speaking to can't see them, can't enjoy stroking them, and it's taking up a bit of their time. It's not good. Has your home got doors? I suggest you shut the door into the room where you're speaking to the person before you start. Yeah. Oh, I mean, absolutely. Completely agree. What? As much as I'm all about dressing to impress, nobody, not even me, works from home in a suit. This is too much. This is too little. Now we should know what to do and what not to do when we video conference from home. I hope you stay safe and healthy. Bon, Hello, Oh. my name is William Hanson. I'm an executive. Non, on ne veut pas recommencer. OK. Donc, c'est ça, j'avais trouvé ça, puis malgré le fait que plusieurs travaillent maintenant du bureau, il y a quand même certaines choses qui s'appliquent. Moi, une des choses que j'ai remarqué beaucoup, c'est pas nécessairement le son, mais c'est plutôt l'angle de la caméra. On voit beaucoup de ça, on voit beaucoup de ça, on voit beaucoup de ça. Fait que ça qui est très important, c'est juste de cadrer, OK? Puis faire sûr que les gens voient votre visage. C'est super important. Mais on va revenir à toutes ces choses-là. Donc, les thématiques à aborder en termes de rencontres virtuelles, c'est de traiter les rencontres comme les autres rencontres, de s'assurer d'inviter les bonnes personnes, de préparer votre espace de travail aussi, d'utiliser adéquatement votre équipement, les fonctionnalités interactives, l'importance d'être un contributeur actif, puis de créer aussi la convivialité en dynamisant les échanges. Donc, on va aborder toutes ces choses-là. Le premier point, c'est avant même d'inviter des gens à une rencontre virtuelle, à vidéoconférence, c'est très important d'évaluer la pertinence de se rencontrer maintenant sur la thématique visée. Aujourd'hui, avec la pandémie, on en a discuté auparavant pour ceux et celles qui ont écouté aux autres ateliers. On travaille vraiment dans un
sur un horaire qui est très différent. On a moins de temps parce qu'on a plusieurs étapes à suivre pour respecter les mesures d'hygiène, par exemple. Ça prend plus de temps pour se connecter, etc. Donc, il faut vraiment décider, est-ce que c'est vraiment pertinent maintenant, aujourd'hui ou à court terme de se rencontrer? Souvent, il y a des choses que si on évalue vraiment, là, puis on prend le temps de dire, est-ce que vraiment c'est pertinent? On se rend compte que non, pas vraiment. On pourrait passer cette rencontre-là. Si jamais c'est très pertinent de se rencontrer virtuellement dès maintenant, c'est de cibler les objectifs de la rencontre, s'assurer que les objectifs de la rencontre sont très, très clairs, puis idéalement d'avoir un ordre du jour. L'ordre du jour, ça indique l'heure de début, qui va être invité, quels sont les thèmes ou les points essentiels à aborder, avec le temps, la durée optimale pour chacun des points. Avoir des réunions efficaces, c'est une des choses les plus difficiles à faire dans les organisations. On a tendance à s'éterniser dans les réunions, surtout quand il y a plusieurs personnes. Plus de gens qu'il y a, plus longtemps que la réunion va durer. Puis souvent, on commence à voir que les gens jugent que c'est pas efficace, la thématique n'est pas pertinente. On commence à aborder des choses qui ne faisaient pas partie de l'objectif de la rencontre, puis les gens se frustrent, ils vont perdre patience. Ça, c'est encore plus vrai dans des réunions, des rencontres virtuelles, parce que c'est plus difficile de rester concentré devant un écran qu'en face à face. Okay? Donc, si on a un ordre du jour avec des objectifs très, très clairs, 2, 3 points maximum, au moins, on peut s'arrêter à ces choses-là, à l'essentiel. Donc, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est qu'on a des heures de début pour les réunions, mais pas d'heure de fin. Les gens ont tendance à dire, on ne va pas mettre une heure de fin parce que ça va nous limiter dans le temps. Good! C'est ça qu'on veut. On veut se limiter dans le temps. Dépendamment du nombre de points qu'on a à aborder, peut-être qu'on a juste besoin de 45 minutes. Puis si qu'on se dit, on va terminer à telle heure, ça force les gens à terminer à cette heure-là, puis à ne pas continuer sur des points. J'ai déjà vu des réunions où il y avait un point de discussion, puis ça dure toute une après-midi. Puis là, tu sors de la rencontre, puis tu te dis, c'était quoi ça? On n'a rien accompli. Il n'y a pas eu de plan d'action, des actionable steps. Il n'y a rien qui est ressorti. Souvent, on a chialé. On a parlé des choses que ça ne fonctionne pas bien, mais on n'a pas créé de solution. Fait que dans une réunion virtuelle, c'est très important de planifier, puis de déterminer combien de temps qu'on va se donner pour la discussion et combien de temps qu'on va se donner pour la planification, pour préparer les actions à prendre prochainement. Si la réunion va durer longtemps, c'est très important de céduler des temps de pause parce que les gens, évidemment, viennent fatigués devant les écrans, surtout quand c'est des réunions virtuelles back-to-back-to-back. Ça fait mal aux yeux, les yeux viennent fatigués, puis veut pas, on a tous besoin des pauses. Donc, je dirais pour chaque heure de réunion, donner au moins 5-10 minutes de pause pour laisser les gens se dégourdir un petit peu. Ensuite, c'est de déterminer qui sont les personnes à inviter. Donc, il faut regarder la pertinence des gens qu'on invite, leur contribution et leur engagement. Lorsqu'on a une réunion virtuelle, c'est de s'assurer que les gens qui sont concernés par les points de discussion sont là. Ceux qui sont là ont quelque chose à contribuer et ceux qui sont là et contribuent sont engagés dans la discussion. Si vous invitez tout le monde ou des gens qui ne sont pas concernés ou des gens qui sont pas vraiment, n'accordent pas beaucoup d'importance aux points, là, ça va faire en sorte qu'on va avoir la fatigue de réunion ou, comme Carol a dit, Zoom fatigue. Okay?
Il faut aussi donner des indications très claires de comment les gens peuvent se connecter à la plateforme choisie. Ça m'est arrivé plusieurs fois que je reçois des invitations pour des réunions virtuelles, puis il n'y a pas de lien. Il n'y a rien du tout. Fait que j'arrive au moment de me connecter, je ne trouve pas le lien, j'envoie un courriel, est-ce que vous pouvez m'envoyer un lien? La personne n'a pas vérifié ses courriels, l'autre personne est en train de m'attendre. Là, finalement, on m'envoie un message, « Hey, t'en viens-tu? » Oui, je t'ai envoyé un courriel. OK, c'est juste une perte de temps envers des petits détails techniques, mais c'est à la base des réunions virtuelles. Vous voulez rencontrer quelqu'un, envoyez un lien, envoyez une invitation. Si c'est une réunion où il y a des documents à partager, partagez les documents à l'avance. Désolée, il y a une faute de frappe ici. Partager devrait avoir un Z. Partagez les documents à l'avance pour que les gens puissent se familiariser, puis pour éviter qu'on passe au travers des documents pendant la réunion. Les gens peuvent lire, OK? Si vous tenez un document puis vous demandez familiarisez-vous avec le document, puis on peut sauter directement dans le vif du sujet dès le début de la rencontre. Vous allez sauver beaucoup, beaucoup de temps. Si vous avez des documents à partager, utilisez une plateforme collaborative aussi pour que les gens, s'ils veulent amener des points, modifier certaines choses, peuvent le faire directement dans le document, puis là, faire un suivi aussi des modifications. Non seulement ça, ce n'est pas seulement les gens qui planifient les réunions qui devaient se préparer, mais les gens qui y participent. Si vous devez intervenir dans la réunion, préparez vos interventions à l'avance. Il n'y a rien de pire que d'être dans une réunion avec une personne ou des individus qui ne sont pas prêts. C'est une perte de temps pour tout le monde. Okay? Donc, préparez vos interventions. S'il y a plusieurs personnes, nommez un ou plusieurs co-hosts au besoin. Souvent, quand on est en train d'animer, on peut manquer certaines choses. Okay? Donc, lorsqu'on a un co-host, on peut avoir quelqu'un qui nous dit « Ah, il y a quelqu'un qui a des questions sur le chat » ou « Il y a quelqu'un qui a levé la main virtuelle ». Donc, c'est plus facile à ce moment-là de ne pas manquer des points importants. Puis, le dernier point, avant la réunion virtuelle, faites un test, cadrez l'image de votre caméra. OK? On n'a pas besoin de voir le top de la tête comme ça. Cadrez l'image, testez le son, assurez-vous que ça fonctionne bien, puis testez les fonctionnalités aussi. Donc, si c'est une nouvelle plateforme que vous n'avez jamais utilisée, connectez-vous 10 minutes à l'avance juste pour jouer un petit peu avec les fonctionnalités. Est-ce que ça va jusqu'à date? Oui, parfait. Juste un petit point, Stéphanie. Oui. Même moi et Stéphanie, quand on a parlé avec Gwen, une des premières fois qu'on a décidé de faire ces sessions, on a agréé que Stéphanie va être comme un co-host sur mes sessions et moi sur les sessions de Stéphanie. C'est que si vous voyez maintenant que moi je suis dans le chat en train de préparer, puis on a décidé ça quand on a fait la décision de travailler ensemble, pour là, ça explique, ça là, si Stéphanie est en train de parler, moi je peux vous aider dans le chat puis vice-versa. C'est ça. Puis si jamais que vous êtes un petit groupe puis c'est pas possible d'avoir des co-hosts, c'est tout simplement de prendre le temps d'aller vérifier. Là, vous voyez, moi, je ne sais pas combien de personnes vous voyez sur votre écran. Moi, je vois 5 personnes. Okay? Il y a une petite flèche, je peux aller comme back and forth pour voir comme un petit peu le non-verbal des gens. Y a-t-il quelqu'un qui a levé la main? Mais ça peut être facile de manquer quelque chose. Fait que c'est juste de s'arrêter. Puis quand on s'arrête, ça donne aussi une petite pause aux autres. Okay? Écoutez pendant parfois des heures de temps là, virtuellement, ça peut être très épuisant. Pendant la réunion virtuelle, c'est là où c'est vraiment le plus important. Là. Comportez-vous comme vous le feriez en face à face. Okay? C'est pas à cause que vous êtes derrière un écran, c'est pas une excuse pour faire des choses que vous ne feriez pas habituellement. Okay? Comportez-vous comme vous le feriez en face à face de façon professionnelle. Habillez-vous comme que vous seriez habillé dans une réunion normale. Si vous n'auriez pas
l'habitude de faire des activités parallèles, que vous n'auriez pas l'habitude de regarder votre téléphone, de vérifier vos courriels, de parler avec d'autres personnes, faites-le pas en virtuel non plus. Il y a des chances que les gens vont pas remarquer, mais il y a aussi des chances que les gens vont remarquer. Puis je peux vous dire que quand on rencontre quelqu'un, puis on se rend compte que la personne n'écoute pas, là, la personne n'est pas vraiment là avec nous, c'est pas motivant de reconnecter avec cette personne-là plus tard. Moi, je le sais, j'ai eu cette expérience-là avec des collègues que je vois que vraiment ne sont pas engagés dans la réunion. Fait que la prochaine fois qu'ils me demandent « Hey Stéphanie, est-ce qu'on peut se réunir? » Ben, je suis pas très engagée à dire oui. OK? Ensuite, c'est de faire preuve de ponctualité. C'est pas parce que c'est virtuel que ça nous donne le droit d'arriver 10-15 minutes en retard. Il y a des choses qui arrivent, il y a des difficultés de connexion, il y a des difficultés techniques, je le sais. Mais de façon générale, si vous n'auriez pas tendance à arriver en retard à une réunion en face à face, faites-le pas en virtuel non plus. Si vous ne voulez pas avoir des awkward moments au début d'une rencontre, surtout quand c'est en groupe, vous pouvez vous connecter puis juste allumez pas votre caméra puis votre micro tout de suite. Okay? Comme ça, au moins, vous savez, vous êtes là, vous êtes connecté, pas de difficultés techniques. Puis une fois que la réunion commence, vous pouvez allumer les fonctionnalités. Okay? Aussi, ce qu'on voit beaucoup, c'est si jamais vous devez vous déconnecter pendant une session ou que vous avez des difficultés techniques puis il y a une déconnexion. Si vous vous reconnectez, interrompez pas la réunion pour dire « Excusez-moi, j'ai perdu ma connexion, je viens juste de me reconnecter. Désolée pour l'interruption, continuez. » OK? C'est mieux de juste faire un petit mot dans le chat puis de l'écrire que d'interrompre la réunion. OK? Quand on est en réunion virtuelle, les discussions, ça ne flow pas aussi naturellement. Parce qu'on ne sait pas qui va prendre la parole quand. Puis les gens peuvent se parler un par-dessus l'autre. Fait que ce qui arrive, on parle, puis il y a aussi un délai. Okay? Fait que là, tu es en train de parler, puis là, tout d'un coup, tu entends une interruption. Puis tu ne sais pas exactement d'où ça vient. Fait que là, tu dis, ah, y a-tu quelqu'un qui a dit quelque chose? Ah oui, c'est moi, j'étais, en tout cas, l'histoire, là. Puis là, ah, pas de problème. Là, il faut essayer de reprendre ton idée, puis tu recommences. Fait que c'est juste pas efficace d'interrompre pour dire désolé pour telle chose. C'est mieux de le faire, soit s'il y a une interruption prévue, de le dire dès le départ ou de le mettre dans la plateforme de clavardage. Ensuite, activez les fonctions vidéo, réglez votre micro en mode silencieux. Il y a beaucoup de gens qui se gênent à utiliser les fonctions vidéo. Puis je peux comprendre, OK? Surtout quand on était à la maison, là, tu te réveillais puis tu étais encore en pyjama ou tu n'avais pas fait tes cheveux ou whatever, je peux comprendre. Mais dans un milieu professionnel, lorsque vous avez des réunions professionnelles, à moins que vous n'ayez pas l'équipement nécessaire pour le faire, si vous l'avez, c'est très important d'utiliser la fonction vidéo parce que c'est ça qui nous permet de voir le très peu d'interaction. C'est ça qui nous permet de voir le très peu les comportements, le non-verbal des gens. Si les écrans, on ne voit pas le visage de la personne, on se parle à nous-mêmes, là, puis ça ne crée pas un climat d'échange, de convivialité. C'est vraiment pas plaisant pour qui que ce soit. Je vous donne un exemple. Je donne un tutorat à 2 étudiantes actuellement à l'université. Puis la première réunion, les 2 étudiants, leur caméra n'était pas allumée. Fait que j'ai dit là, j'ai expliqué le pourquoi, mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, allumer vos caméras? Puis j'ai une des étudiantes qui a dit « Ah non, moi, j'ai pas fait mes cheveux ce matin. » J'ai dit « C'est vraiment correct que tu n'as pas fait tes cheveux ce matin. Ça ne te dérange pas. Je veux juste être capable de voir le non-verbal
pour si je suis en train d'expliquer quelque chose, je vais voir si vous ne le comprenez pas. Tandis que si c'est bloqué, on ne voit rien, ça se peut qu'il ne soit même pas là. OK? Donc, c'est important de voir les visages. Laissez votre image refléter votre professionnalisme aussi. Donc, encore une fois, c'est de vous assurer d'agir, de vous comporter, de vous habiller comme vous feriez dans une réunion en face à face. Et soyez attentifs aux propos des gens qui parlent. Attention au non-verbal. On peut voir, là. OK? Comme je le disais au début, si vous êtes en train de faire quelque chose d'autre, on le voit. Puis déjà que souvent les gens ne sont pas tout à fait à l'aise avec les réunions en virtuel, ça peut rendre les choses encore plus malaisées. Limitez les délais de transmission. Si vous avez des documents à partager, comme je l'ai dit tantôt, faites-le à l'avance. Parce que si on prend le temps durant la réunion virtuelle de uploader des documents, de partager des documents, là, on se prête à la possibilité que ça ne fonctionne pas, qu'il y ait un grand lag, un grand délai de transmission, puis ça coupe le temps de productivité puis d'efficience d'une réunion. OK? Limiter les interruptions, éviter les activités parallèles. Donc, encore une fois, si vous auriez des gens, vous accueillez des gens dans votre bureau, ben vous n'avez probablement pas votre courriel d'allumé, votre téléphone à côté de vous. Vous accueillez probablement pas des gens dans votre bureau. Donc, dans la limite du possible, limitez je dis ça, est-ce que vous avez entendu mon courriel rentrer? Oups! Fait que ça, il ne faudrait pas faire ça. Éviter les activités parallèles, créer un climat qui est propice aux échanges aussi. Donc, assurez-vous de demander aux gens c'est quoi votre feedback, est-ce que vous avez des points à discuter. S'il n'y a pas beaucoup de gens, c'est de créer des genres de tables rondes où vous demandez à chaque personne de donner des points pendant la réunion. S'il y a plusieurs personnes, vous pouvez faire des groupes de discussion, des chat rooms dans les réunions virtuelles, revenir nommer une personne pour être porte-parole. Donc, c'est important ici de créer un climat propice aux échanges. Si les gens naturellement ne vont pas embarquer dans les discussions, vous demandez du feedback. Si les gens n'en offrent quand même pas, offrez du feedback. OK? Évitez les discussions hors sujet, les autres dérapages. Ici, c'est important. Ce que je vais dire ici, là, c'est de tout d'un coup embarquer dans des thèmes qui ne sont pas prévus, des choses qui ne sont pas pertinentes. Je ne parle pas des échanges conviviaux, le fun au début puis à la fin de la réunion. Ça, c'est important. C'est important de parler, qu'est-ce que vous avez fait pendant la fin de semaine? Est-ce que ça a bien été? Puis à la fin de la réunion, tu sais, faire 5-10 minutes. Ça, c'est important. C'est la création d'échanges sociaux. Mais pendant la réunion comme telle, on a, je ne sais pas si vous connaissez ça, les parking spaces pour des réunions. Vous avez un tableau, puis lorsqu'il y a un point qui s'ajoute, qui ne fait pas partie des points à aborder pendant la réunion, vous le mettez dans un parking space. Puis là, vous y revenez à une prochaine réunion, dépendamment de la priorité puis la pertinence de cet élément-là. Donc, ça permet aux gens d'avoir le sentiment que ce qu'ils disent, c'est important, mais on n'a pas le temps ici et maintenant pour l'aborder. L'autre point, c'est d'attendre les pauses pour vos besoins personnels. Donc, si ça ne presse pas, c'est d'attendre. Okay? Donc, souvent, on peut voir ça dans les réunions virtuelles. Il y a une certaine aise de juste se lever puis quitter. Puis, ça peut arriver, je l'ai déjà vu arriver pendant les réunions, que les gens, tu sais, c'est urgent, là, ils se lèvent, ils quittent, là, c'est correct, mais ça ne devrait pas arriver tout le temps. Okay? Le fait que c'est en virtuel, excusez-moi, ne devrait pas être une excuse pour se lever, quitter
aller chercher un sandwich, aller à la toilette, peu importe, c'est attendez les pauses, OK? Puis comme je l'ai dit tantôt, si c'est une très grande réunion, très longue réunion, donnez des pauses aux gens pour qu'ils peuvent justement aller manger leurs pommes ou aller se chercher de l'eau, peu importe. Donc, est-ce que vous avez d'autres idées, des choses pendant une réunion virtuelle, des choses que peut-être vous avez constatées qui se passent, qui vraiment, si vous ne pensez pas que c'est professionnel, qui peut vous frustrer un petit peu? Est-ce que vous avez des expériences à partager de votre côté? Ne pas manger le temps. Quand tu es sur le vidéo, Oui. mange pas. Ouais. Si vous devez manger, moi, je recommande de juste fermer sa vidéo en attendant. C'est ça ce que moi j'ai fait. Oui, c'est ça. Tu sais, ça ne veut pas dire comme manger jamais, mais tu sais, il y a des choses que, tu sais, tu ne vas pas manger un gros plat de spaghettis, mettons, là, devant la caméra. Oui, ça tombe exactement. partout. Puis... S'il faut que tu manges, oui. boot ta caméra. Ben, c'est ça, c'est ça. Puis, tu sais, ça peut être vraiment difficile, surtout quand on a des réunions back-to-back-to-back. Des fois, on n'a juste pas le choix, tu sais. Puis, ça m'est déjà arrivé que même en face-à-face, j'ai des collègues qui arrivent en réunion, il est 13 heures, puis la personne dit « J'ai pas eu le temps de manger, je suis vraiment désolée, ça vous dérange-tu si je mange mon sandwich? » Faites attention aussi... en tout cas, non, là, j'allais faire une parenthèse qui n'avait pas rapport, là, mais en tout cas, c'est ça. Juste être conscient de ce qu'on fait devant la caméra, comment les autres peuvent percevoir ces choses-là. OK? Il y a des gens aussi que tu peux dire qui sont en train de se regarder comme moi, tout de suite, je me regarde, là. OK? Si vous voyez que les yeux ne sont pas cadrés vers vous, ça veut dire que la personne est en train de soit se regarder ou regarder ailleurs. OK? Puis ça aussi, ça peut être vraiment, ça peut être frustrant. Mais il y a des fois que, comme moi, mon laptop est juste en avant de moi, puis ma grosse screen, et je suis ici. Oui. So, si je suis en fait de regarder là, je te vois. Oui. So, mais le monde croit que je regarde quelque part d'autre. Oui, puis tu as tout à fait raison. Je fais attention. Oui. C'est ça. Les gens risquent de penser que tu es en train de faire quelque chose d'autre. Puis ça risque de frustrer certaines personnes. Fait que là, à ce moment-là, c'est de regarder justement le non-verbal des personnes qui parlent. Puis si vous voyez où la personne-là paraît comme frustrée ou, tu sais, même si vous vous sentez à l'aise, de dire « Hey, Lucille, est-ce que tout va bien? Je vois que... » Tu n'as pas besoin de dire tu parais distraite ou, tu sais, mais OK, Lucille, est-ce que tu aurais des questions? Aurais-tu une rétroaction? C'est un petit peu une technique que j'utilise avec mes étudiants. Quand je vois qu'il y a des étudiants, c'est clair, là, qui sont pas engagés du tout, là, je les mets un petit peu en espace. Puis ça les force à, OK, les ramener. Oui, c'est ça. D'autres personnes. Là, je vois le cadrage vidéo, ne pas voir le dessous du nez de quelqu'un. Ouais, ça, c'est vraiment pas plaisant. C'est pas une belle scène. D'autres personnes? Kara? Sur la chose que moi, je m'aperçois, parce que je passe beaucoup d'heures sur Zoom, c'est aussi si tu sais que tu vas avoir des distractions, de te laisser savoir en débutant. C'est que si tu sais que tu as une petite fille ou un petit garçon à la maison comme moi et Stéphanie, je m'excuse, ma petite fille va tap me in and out, c'est que tu donnes un warning. Il y a beaucoup de monde aussi depuis COVID qui a beaucoup plus de livraison. C'est peut-être comme, hey, je m'excuse, mais je pense dans le temps qu'on est ensemble pour une heure, je vais peut-être avoir quelqu'un qui coche à la porte. So, si je me lève, c'est à cause que j'étais à la porte. Ou si mon chien va comme... si mon chien va comme commencer à japper, peut-être à cause qu'il y a quelqu'un à la porte. So, si tu sais qu'il y a la possibilité de distraction, tu le dire à l'avance, avant qu'on commence la réunion, pour que c'est pas connu comme rude ou qu'est-ce que c'est, parce que tu sais que ça va peut-être arriver. Puis si vous êtes de retour au bureau, puis vous avez une réunion virtuelle,
ça serait peut-être de fermer la porte, de mettre une affiche sur votre porte. J'ai déjà vu ça plusieurs fois, rencontre virtuelle. Tout d'un coup, tu vois la personne qui se tourne de bord, puis la personne parle. Et en train de parler. Le micro est sur silence, mais je te vois, là, tu es en train de parler à quelqu'un d'autre. Puis là, tu vois l'autre personne, « Ah, qu'est-ce que tu fais? » tu sais. Puis, à un moment donné, je vous raconte une anecdote, c'était mon moment, oh my God, j'ai jamais été autant gênée de ma vie, mais j'avais une réunion avec tous mes collègues, en tout cas, on était probablement centaines de profs sur un appel sur Teams, puis mon chum s'est pas rendu compte que j'étais sur caméra, puis il est venu pour me donner un bec. Puis je suis pas mal certaine que je l'ai garoché à terre. Je l'ai poussé, là. J'ai tendu ma caméra. J'étais comme, oh my God! J'ai dit, j'étais sur vidéo en avant tous mes collègues. Tu peux pas faire ça! Mais on n'était pas habitués. Il était habillé ou il était... Moi, je pensais que tu allais dire qu'il était comme à moitié nu. Non! Oh my God! J'aurais quitté ma job. J'aurais quitté ma job right then and there. Non, mais tu sais, c'est des choses que tu te dis, si ça n'arriverait pas en face à face, juste faites-le pas, OK? Puis c'est ça, évidemment, comme dans votre bureau, ça risque de ne pas arriver, mais c'est juste des choses comme ça. C'est juste d'être mindful, d'être conscient de, OK, ça pourrait arriver. Issam, tu avais une intervention tantôt? Oui, c'est ça. En fait, j'avais quelques commentaires là par rapport aux réunions virtuelles. Là, parfois, on a tendance à voir pendant les réunions un participant ou je sais pas, des participants parfois qui monopolent la parole et tout. Et en tant qu'animateur ou animatrice, donc là, on se doit de gérer la rencontre et tout. Oui. Puis je me disais s'il y avait des techniques et tout, essayer de recadrer un peu ces personnes. Oui. Et ça, c'était un commentaire. Puis l'autre aussi, c'était par rapport aux opinions. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un commentaire. Essayer de respecter les opinions et éviter aussi, surtout l'interprétation. Mm-hmm. C'était juste ça, là. Oui, c'est deux excellentes interventions. Merci. Puis oui, il y a des techniques, il y a des stratégies qui permettent d'éviter que certaines personnes monopolisent le temps de réunion. Puis ça s'applique autant en virtuel qu'en présentiel. On a tout quelqu'un ou quelques personnes au bureau qui ont tendance à monopoliser les discussions. Puis, dépendamment de comment loin ça peut aller, des fois, ça peut être tout simplement de donner un temps limite aux interventions, de dire, OK, Issam, très brièvement, je te donne 1 minute pour donner ton idée, puis on devra passer au prochain point. Si on voit que ça s'éternise, c'est tout simplement, ça peut nous rendre mal à l'aise, mais d'interrompre, puis de dire merci beaucoup, je vois vraiment que tu es passionné par ce point-là, on doit procéder parce que le temps file. Est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, rajouter tes points dans le chat, puis on s'assurera, ou OK, ce point-là, super intéressant, on va le mettre dans le parking space. Donc, il y a différentes techniques, certaines d'elles plus douces. OK, on va te donner, 30 secondes, 1 minute, compléter ton idée, ou dès le départ, dès le début de la rencontre, c'est de déjà dire les règles de fonctionnement en termes d'intervention, de dire si vous devez intervenir, on va vous demander de lever la main virtuelle, puis je vais vous accorder un temps limite de 60 secondes pour pour partager votre idée. Si vous jugez que ça va prendre plus que 30 secondes, là, ça serait peut-être de l'ajouter sur le chat comme point à aborder si on a le temps à la toute fin ou pour une autre réunion. Donc, ça, c'est des stratégies un petit peu plus douces. Des stratégies plus directes, c'est tout carrément d'interrompre. Merci beaucoup pour l'intervention. On doit passer à autre chose. Puis si on voit que c'est constant, continu, bien là, à ce moment-là, c'est d'avoir un one-on-one avec la personne,
puis dire, écoute, pendant les réunions, c'est très important de gérer son temps de parole, puis de donner du feedback. Donc, moi, je suis très, très pro-communication. Okay? S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, surtout avec des réunions virtuelles quand on n'est pas habitué, c'est dès le départ cibler les dysfonctionnements puis les corriger. Sinon, ça va continuer, puis ça risque de créer des frustrations. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui? Colette, tu avais ta main levée aussi? Oui, deux choses. Premièrement, des fois, ça dépend aussi le type de réunion qu'on est en train d'avoir. Par exemple, si on a une réunion d'équipe et puis on se rencontre 2 fois par semaine d'une manière régulière, on va être un peu plus casual, relax, que si on est dans une réunion avec des étrangers ou quelqu'un qu'on rencontre seulement de temps en temps. Ça fait que ça, c'est des fois une petite nuance à garder dans l'idée qu'on va avoir tendance à, tu sais, se sentir plus à l'aise et puis partager plus d'une manière sociale que si c'est avec, comme je dis, un étranger ou un groupe de personnes, des représentants d'organismes que tu te rencontres pas avec souvent. Ça fait que c'est important de garder ça dans l'idée. Et puis là, la deuxième chose aussi, je me demande si ta présentation d'aujourd'hui pour l'étiquette virtuelle 101, parles-tu en tant qu'une présentatrice, cette information ici, que vous suivez, ou en tant que participant, ou un peu des deux? Définitivement les deux. Il y a certaines choses, par exemple, envoyer un ordre du jour ou les objectifs de la rencontre, partager les documents à l'avance. Ça serait plus pour la personne qui organise, anime la réunion. Mais le fait de cadrer sa caméra, d'agir avec professionnalisme, offrir du feedback, ça, c'est pour n'importe qui. Puis non seulement ça, c'est pas mal la majorité des points que j'aborde, c'est non seulement pour des réunions virtuelles, mais en présentiel aussi. Comme je l'ai dit au départ, préparer, animer et participer à des réunions, qu'elles soient virtuelles ou en présentiel, c'est une des plus grosses pertes de temps qu'on n'a pas dans le milieu de travail. Puis il faut être le plus efficace possible. Donc, j'aborde des différents points de vue, oui. Pour ton premier point, tu as absolument raison de dire, ben, si tu es en train d'interagir, tu as un chat ou un appel avec ta meilleure collègue du travail, ça fait des années que vous travaillez ensemble. Tu sais, je prends l'exemple, moi, j'ai une de mes collègues, on est tellement à l'aise, moi puis elle, là, que, tu sais, les matins, on se rencontre première chose le matin, puis je peux vous garantir, on est en sweatshirt, on a les cheveux dans une couette, on n'a pas de maquillage, puis on rouvre la vidéo, puis on est comme « Hey, girl! » OK? Je ne vais pas dire ça à mon boss. Donc, oui, évidemment, ça dépend de la personne avec qui tu vas interagir, si c'est un client, un partenaire ou quelqu'un avec qui tu travailles quotidiennement et tu es super à l'aise avec. Si tu es à l'aise que la personne te voit, première chose le matin, puis tu n'as pas pris ta douche, c'est correct. Si l'autre personne se sent à l'aise aussi. OK? Il faut aussi penser à l'autre personne. Puis ça, c'est une des difficultés. Il y a des gens qui disent, ben, moi, je care pas. Je care pas si j'ai pas de maquillage puis tout ça. Puis, OK, c'est correct que ça te dérange pas. Mais est-ce que tu as pensé à quel impact ça peut avoir sur les autres, quelle perception que les autres peuvent avoir? Puis, il y a des gens qui vont dire, ben, je care pas pour ça non plus. Puis, oui, bon, je care pas pour ça non plus, fine, mais oui, il faut évaluer les personnes avec qui on va interagir, puis jusqu'à quel point qu'on peut démontrer un certain confort. C'est la chose que moi, je m'aperçois depuis le début de COVID puis le début des réunions virtuelles. Ça arrive pas aussitôt maintenant, mais les premiers comme 2 semaines et mois, il y a beaucoup de monde qui prenaient des photos de le Zoom parce que c'est une réunion qui est différente. Il y a du monde qui dit
je réalisais pas que le monde allait prendre une photo. Si j'aurais su, j'aurais mis mon maquillage ou je m'aurais arrangé les cheveux ou j'aurais mis une plus belle chemise. So, les choses ont changé un petit peu, mais je trouve que ça, c'était quelque chose au début que le monde a réalisé comme, ben, t'as une réunion comme telle, t'aurais pris une photo. Ça, c'est la même chose. Dépendant qu'est-ce que le sujet de ta réunion, puis le sujet de la raison que tu es sur le virtuel, de décider de quelle façon tu devrais t'habiller. Ouais. Ou maquiller, ou mettre ton make-up ou tes cheveux, ou whatever. D'autres interventions? Je trouve ça intéressant que vous partagez vos expériences. Juste pour rebondir sur ce que Kara vient de dire par rapport aux photos et tout, où parfois on voit aussi de plus en plus que les ateliers sont enregistrés. Donc, est-ce qu'il serait nécessaire ou obligatoire, je dirais-je, d'informer, d'aviser les participants à ce sujet avant? Oui. Puis merci, je ne l'ai pas ajouté, mais oui, si quelque chose va être enregistré, diffusé, qui va avoir des captures d'écran, pour l'amour, comme dites-le à l'avance pour que les gens, justement, peuvent se préparer. Puis, tu sais, il y a des gens aussi qui ils se sentent pas à l'aise avec ça. Tu sais, je veux pas être enregistré, puis je veux pas prendre des photos. Fait que là, ils vont peut-être choisir d'éteindre leur caméra. Fait que c'est une question de... Les gens doivent avoir... C'est le respect de la vie privée. Puis c'est aussi le fait de donner le choix aux gens pour qu'ils peuvent prendre une décision éclairée. Le fait qu'on... Tu sais, tu vas sur Google, tu tapes ton nom, là, puis tout d'un coup, tu vois une photo de toi qui est toute grichée, puis tu le savais pas, là, c'est... Non, on n'aime pas ça. J'ai vu une main en quelque part. Issam, est-ce que c'était toi de nouveau qui avait comme levé la main? Non, c'est pas moi, mais, mais j'aurais une dernière question par rapport à... Parce que là, je participais à des sessions de travail. Oui. Et parfois, les sessions de travail, ça dure longtemps, donc beaucoup plus de temps, donc voire 2 heures ou plus. Puis parfois, on pense à des activités de brise-glace. Oui. Donc, je me demandais, est-ce nécessaire d'en créer pour essayer de créer, je sais pas, une atmosphère conviviale, là, parce que parfois, on ne se connaît pas au départ. Et si oui, quel genre est-ce que tu nous suggères de faire pendant ces genres de sessions longues? OK. Si c'est une réunion formelle où les gens ne se connaissent pas, je dirais de keep it, le KISS principle, là, keep it short and sweet, or short and simple, simple and short. Puis, comme que Kara le fait, moi, je ne l'ai pas fait, j'aurais dû. Mais avant de débuter, est-ce que tout le monde pourrait écrire dans le chat leur nom, de quelle organisation ils viennent? Puis on pourrait peut-être ajouter comme un point plus brise-glace, comme votre loisir préféré ou vos attentes par rapport à cette réunion. Fait ici aussi, c'est d'évaluer qui sont les gens qui vont être présents, puis d'utiliser son jugement pour déterminer quelle sorte d'activité qu'on va faire. J'avais présenté, si jamais vous étiez présent, sinon l'enregistrement est disponible, mais la semaine passée, une série d'activités potentielles pour faire des activités brise-glace. Si je devais organiser une réunion avec plein de partenaires, des businessmen, businesswomen, en dessous, j'irais pas faire une activité brise-glace de « envoyez-moi une photo de vous comme bébé, puis on va deviner qui est qui ». Non! On va vraiment on va regarder qui sont les gens, c'est quoi leur statut, leur rôle, puis essayer de déterminer qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il y a des activités brise-glace plus formelles, un petit peu plus comme que Kara a fait, ou des activités, si c'est une réunion d'équipe, à chaque semaine, puis si on a le temps, puis les gens ne sont pas trop fatigués, faire une petite activité de 10 minutes avant le début de la réunion. Puis là aussi, il faut un peu évaluer l'énergie des gens. Si vous voyez tout le monde, c'est vendredi après-midi, tout le monde est fatigué, tout le monde a la semaine dans le corps, les gens sont un petit peu frustrés,
commencez pas à faire un jeu de bingo, là. OK? Les gens vont pas apprécier ça. Pour des activités brise-glace, on veut que ce soit positif, on veut que ce soit un échange convivial, social, positif. Fait que c'est vraiment d'évaluer, est-ce que les gens, est-ce que c'est pertinent de le faire? 1, 2, est-ce que c'est le bon temps pour le faire? Puis 3, ben, combien de temps qu'on peut accorder à ça? J'éviterais de faire les activités brise-glace en fin de réunion. Je le ferais plutôt au début parce qu'à la fin, il y a des gens qui vont dire « Ah non, moi, là, oublie ça, moi, je déconnecte. Désolée, moi, il faut que je m'en aille. » Fait que si vous voulez que les gens participent, puis aviser les gens à l'avance, si qui ont des choses à préparer, par exemple l'affaire de photos de bébé, ben demandez pas, OK, tout le monde, allez trouver une photo de bébé debout, puis scannez-les, mettez-la en ligne, vous avez 5 minutes. Les gens vont pas faire ça. Fait qu'il faut, même si l'activité, c'est social, c'est une activité brise-glace, plus informelle, il faut le planifier à l'avance aussi, puis ajoutez-les à l'ordre du jour pour que les gens savent qu'est-ce qui s'en vient. Ça va? OK. OK, le temps file. Je vais terminer avec la dernière diapo. J'en ai pas mis énormément par rapport à l'après-réunion virtuelle. Ce qui est important, même si vous avez enregistré la réunion virtuelle, puis c'était des points de discussion très importants, envoyez un compte rendu la réunion. Si c'est une réunion de 2 heures, 3 heures, demandez pas aux gens d'aller réécouter l'enregistrement. Les gens ne vont pas le faire. Donc, c'est un principe de communication. Faites un compte rendu qui est clair, qui est court, qui est précis, qui aborde les points essentiels, surtout les points de décision ou les prochains, j'appelle ça les actionable steps, les choses à venir avec les délais, etc. Même si c'est juste un courriel, tu sais, chez nous, en tout cas à l'université, il faut qu'on fasse des procès verbaux formels qui sont adoptés par les assemblées. En tout cas, ça suit le code Morin, c'est tout un procès quasiment légal. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Mais, tu sais, à la fin de chacune des réunions, la personne qui a animé, ou si c'est une grosse réunion, nommez une secrétaire. Nommez quelqu'un pour prendre des notes. Puis, à la toute fin, vous envoyez un document collaboratif que les gens peuvent compléter. Après, si jamais la personne a manqué des points, les gens peuvent compléter. Ça, c'est très important parce que ce n'est pas tout le monde qui va avoir le temps d'aller réécouter des sessions enregistrées. Puis, si on a accès à un document qui est concis, on peut aller voir, point, parfait, je suis déjà mise à jour sans avoir eu à passer 2 heures à écouter un enregistrement. L'autre point, c'est je ne sais pas comment vous autres, vous avez vécu ça, mais depuis, même avant le COVID, on était bombardés de courriels. Après COVID, en tout cas, pour moi, c'est devenu hallucinant le nombre de courriels que j'ai par jour. On nous dit qu'en moyenne, 80 courriels par jour. 80. C'est énorme. À l'interne, avec vos partenaires, trouvez des plateformes qui vous permettent de clavarder au lieu d'envoyer des courriels. Je ne sais pas pour vous, moi, je suis la type de personne que si je vous envoie un courriel d'information, vous n'avez pas besoin de me répondre pour me dire « Merci, Stéphanie ». OK? Je vous ai envoyé un document. Je comprends, c'est une marque de politesse. « Ah, merci de m'avoir envoyé ça. » Mais si ce n'est pas un courriel que l'information qui m'est utile ou qui me permet de prendre une prochaine action, vous bombardez le courriel aux gens pour rien. Si vous voulez dire merci, envoyez-les dans un chat. OK? Donc, assurez-vous d'utiliser les bonnes plateformes de communication. Là, je l'ai mis dans le après-réunion virtuelle, mais c'est le avant-réunion virtuelle. C'est en tout temps, OK? Tout temps pendant des séances virtuelles, avant, pendant, après, utiliser les bonnes plateformes.
Toutefois, être bref ne veut pas dire être direct. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Il y a une différence entre envoyer de l'information de façon virtuelle en étant bref, où on donne les points essentiels, mais qu'on est quand même cordial puis poli, versus envoyer un document en pièce jointe avec aucun bonjour, aucun bonne journée, pas de signature, quoi que ce soit. Donc, il y a des gens, par souci d'efficience, vont envoyer des messages directs. Mais écrire « Bonjour Kara, j'espère que tu vas bien. Voici le document en pièce jointe. Je te souhaite une bonne journée, Stéphanie. » Ça prend un gros 10 à 15 secondes de plus que si je pèse juste « Send ». OK? Ce que ça veut dire, c'est lorsqu'on ne prend pas le temps d'être cordial, ça peut refléter sur notre professionnalisme aussi. Puis c'est autant dans les réunions qu'en face-à-face ou virtuel face-à-face que dans nos échanges aussi par la suite. Prenez le temps d'être cordial, ça vaut la peine. OK? Puis si vous ne voulez pas signer toutes les fois, créez une signature virtuelle. C'est super facile, puis ça se fait automatiquement. Puis au moins, vous paraissez un petit peu social. OK? Si on peut le mettre comme ça. Donc, c'est ça. C'était pas mal ça pour ma réunion. Je vous remercie pour vos interactions puis les choses que vous avez abordées parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas nécessairement intégrées. Donc, merci. Issam, je te vois avec ta main levée. Je veux juste dire que non? T'as pas non? Ah, pas d'intervention. OK. Donc, mon adresse courriel, si jamais vous voulez communiquer avec moi, numéro de téléphone, mais meilleure façon de me rejoindre définitivement par courriel. Et maintenant, c'est le temps de partager vos rétroactions, vos interventions. Je vous donne la parole si vous avez quelque chose à rajouter. Oui, Colette. Le mot clavardage, oui. Pourrais-tu donner une brève définition? Chat rooms. OK. Qui veut dire au lieu d'envoyer un courriel, clavarder veut dire comme chat. Oui. Dans Google Chat. Ou... Google Chat. Nous autres, à l'université, on a Skype. On a encore Skype. Même sur Teams aussi, tu peux créer des groupes. Mettons votre équipe, vous créez un groupe, puis vous pouvez vous envoyer des messages. Fait que ça peut être des messages privés, ça peut être des messages en groupe. C'est beaucoup plus le fun. Puis, tu sais, le matin, vous arrivez, puis vous pouvez ouvrir votre chat, votre groupe chat, puis dire « Bonjour tout le monde, je vous souhaite une bonne journée, Stéphanie. » Tu sais, un petit message pour dire allô. Puis, au courant de la journée, tu sais, si vous avez des questions ou... je sais que mon chum, lui, il utilise Teams. Puis, au lieu de s'envoyer des courriels, à moins que c'est comme des fichiers ou comme des choses de nature très importante, ils vont se parler sur le chat tout le temps. Mm-hmm. C'est là. Okay. C'est juste une façon d'éviter de bombarder les boîtes. Oui, courriels. Comme la raison veut demander, moi-même, je n'utilise pas le mot clavardage ou clavarder. Mm-hmm. C'est pas un mot que je suis familier avec. En tout cas, il y avait d'autres participants aussi qui osent peut-être pas demander ce que ça voulait dire, mais maintenant, je sais. Et puis, tu as soulevé deux vraiment bons points. Premièrement, qu'on est beaucoup bombardé de courriels. Et puis, même quand on se fait envoyer un courriel, puis on est plusieurs qu'on a reçu, si tout le monde fait un reply all, comme répondre à tout, qui dit juste merci, reçu, puis comme kapling, puis au lieu d'avoir eu un courriel de la personne, puis répondre soi-même reçu. Oui. Là, si ça a été envoyé à 10 personnes, puis les 10 font reply all, maintenant tu as 10 courriels. Oui. Donc, je suis contente que tu as soulevé ce point-là. On est beaucoup bombardé de courriels. Et puis aussi, je suis très contente que tu as soulevé le point de si on va prendre la peine d'envoyer un courriel,
tu sais, de mettre à la personne, bonjour, voici de l'information, je pensais que tu aurais aimé. Au lieu d'envoyer, des fois, c'est comme un forward d'un courriel qui est très long ou bien même une vidéo ou un lien qu'il faut que tu cliques, puis il y a point d'explication à qu'est-ce que ceci c'est, pourquoi tu me l'envoies, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec. Tu sais, c'est comme recevoir une enveloppe dans la poste. Ça m'a point de qui ce que ça vient ou que c'est pour toi. C'est une enveloppe, tu n'as aucune idée, il faut que tu le rouvres pour savoir. Et puis, ça fait que c'est important de prendre quelques secondes de mettre un petit message de pourquoi ce qu'on l'envoie. Oui. Même si c'est pour votre information. C'est ça. Je suis contente que tu as soulevé ces points-là. J'aimerais juste faire un point de plus. C'est si jamais vous devez envoyer un long courriel, souligner en jaune, en couleur, les points importants. Parce qu'on peut se perdre dans des longs messages, là, tu sais. Juste souligner les points importants. Comme ça donne la chance aux gens d'aller juste aux éléments essentiels. Puis si on se dit, ben non, je veux que les gens lisent tout le courriel, I'm sorry, les gens ne vont pas lire tout le courriel. Si vous voulez que les gens prennent l'information pertinente, soulignez-le. Oui, tu as raison. Reply all. Utilisez pas le reply all à moins que ce que vous avez à dire, ça concerne tout le monde, puis c'est de l'information que les autres peuvent absolument pas se passer d'obtenir. Okay? Oui, comme moi, le reply all, comme c'est comme mon nail sur notre chalkboard, comme tu dirais. Comme si je suis invitée à une réunion, puis là, le monde commence à me répondre comme « Ah, je peux pas y aller, je vais être en retard. » Moi, je suis pas la personne en charge. I don't care. Moi, la chose, tu es en train de me pisser off maintenant parce que tu as clogué mon inbox. So, oui, comme mon reply all, comme... Ouais. Non, comme je réalise que ça devrait exister pour certaines situations, mais oui, comme si tu veux me pisser off, comme reply all, quand j'ai vraiment pas besoin de savoir qu'est-ce que la situation. C'est ça, exactement. Oui. Et puis, excuse. Non, vas-y, Colette. J'allais juste dire, ça que tu as dit, s'il faut envoyer un long courriel, de soit highlighter ou mettre en bold des choses, moi, ceux qui me connaissent, qui travaillent avec moi, savent que c'est jamais short and sweet. Facile de bien expliquer, que tout le monde peut comprendre. Et même si c'est juste à une personne, puis on n'a pas le temps de se parler au téléphone ou vidéo chat, je veux m'assurer que c'est bien compris. Ça fait que c'est tout le temps long, comme je suis coupable. Mais au début, je mettrais, s'il vous plaît, lire jusqu'à la fin. Parce que je sais, 99% du temps, le monde ne va point les lire jusqu'à la fin. Puis avant, je faisais la faute de comme blablabla, puis là, à la fin, dire, donc, pourrais-tu, s'il vous plaît, faire ceci ou faire cela? Puis ils lisent au point jusqu'à la fin. Oui. Puis c'est tu sais, en tout cas, j'ai appris par faisant des fautes que soit je demande, pourrais-tu, s'il vous plaît, lire jusqu'à la fin, ou à la fin, highlight en gros là, ce que je veux, tu sais là, la conclusion ou comment passer à l'action. Une autre stratégie, c'est mettre les points d'action dès le départ. First thing, point d'action, numéro 1, puis l'explication après. Parce que ce qui arrive, c'est si les gens ouvrent le courriel puis ne voient pas les points d'action tout de suite, ils risquent de ne pas le voir du tout. Même si on écrit « S'il vous plaît, lire jusqu'à la fin », tu as raison, 95% des gens they won't even scroll down. Okay? Ils vont être comme « Non, ça c'est long, delete ». Fait que c'est mieux de mettre les points d'action dès le début avec les explications après. Moi, ça m'arrive souvent aussi que les gens m'envoient des grands courriels avec des grandes explications, puis je me dis, tu n'avais pas besoin de m'expliquer tout ça, là, comme je savais tout ça, I knew all that. Pourquoi tu as passé 30 minutes à m'écrire un courriel, comme quand tu aurais pu juste mettre, voici ce que tu as à faire, point, là. Ça, on est toutes des personnes intelligentes, on n'a pas besoin d'être step by step sur des actions qu'on sait déjà comment faire. Fait que ça aussi, c'est d'être mindful de la pertinence de ce qu'on envoie.
C'est super important. Puis, je voulais te donner un exemple aussi. Des fois, c'est souvent, très souvent, plus souvent que j'aimerais le dire, là, j'ai des gens qui m'envoient des courriels, puis c'est une ligne. Par exemple, peux-tu m'envoyer le document X? Pas de bonjour, comment ça va, bonne journée, pas le nom de la personne. Souvent, quand c'est le cas, je ne réponds pas. Avec mes étudiants, je leur dis, dès la première classe, qu'une de mes règles de fonctionnement, c'est si vous allez mettre quelque chose dans ma boîte de courriel, dites-moi qui vous êtes, c'est quoi votre nom, quel cours que vous suivez, c'est quoi votre relation avec moi, qu'est-ce que vous voulez, puis avant que vous me demandez pour des documents, allez voir sur les plateformes si c'est déjà là. Okay. Le nombre de fois que j'obtiens un courriel puis il n'y a pas de nom, quoi que ce soit, si je suis dans une... If I'm in a good mood, je vais répondre puis je vais dire, est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes et dans quel cours que vous êtes inscrit? Si je suis dans une bad mood, I delete it. OK? Parce que c'est justement des règles de fonctionnement social. Tu n'irais pas voir un de tes collègues puis « Hey, où est le document? » Non, tu vas rentrer, tu vas cogner à la porte. « Ah, comment ça va? » Et cherche le document, tu sais. Comme, there's proper, on appelle ça une étiquette. Il y a une façon d'agir en ligne. Puis je reviens à mon dernier point sur mon dernier diapo. Être direct, c'est pas la même chose que d'être bref. Tu peux être bref puis poli, puis tu peux être direct puis impoli. Puis on préfère la première option. Stéphanie, je pense que le plus que je te connais, on est vraiment pareil. Comme, c'est if you want a way to piss me off, puis c'est vrai, c'est la même chose. Puis la raison que moi, je pense, comme pour toi, quand tu dis « dis-moi ton nom », comme moi, la plupart du monde qui m'envoie un courriel, ça va être le courriel de leur nom. Mais j'assume pour toi, à l'Université Saint-Anne, à l'Université sur Moncton, il y a probablement juste un courriel qui est comme leur numéro d'étudiant. Oui. Right? Ah, aucune idée. Oui. Ben même à ça, pour moi, comme professeur, j'ai l'obligation d'enseigner à mes étudiants le professionnalisme, un certain savoir-vivre, savoir-être, même si je peux voir le nom. J'ai besoin de highlighter le courriel, puis ça va me dire c'est quoi le nom. C'est pas ça le point. Le point, c'est pas ma capacité à aller trouver leur nom. Le point, c'est identifiez-vous quand vous voulez parler avec quelqu'un. C'est ça le point que j'essaie de faire. Fait, même si je peux voir leur nom, là, je leur retourne l'information. Puis si ça m'a pissé off, comme tu dis, puis je l'ai supprimé, puis il m'arrive au prochain cours, « Ah, madame, je t'ai envoyé un courriel, puis tu ne m'as pas répondu. »« Ah, je ne t'ai pas répondu. » OK. Avais-tu dit qui t'étais? Avais-tu dit que tu étais dans mon cours? As-tu dit... Puis là, non, ben c'est pour ça. Puis là, je dis, recommence. Réessaye de nouveau. En tout cas, c'est... Puis, je me dis... On avait oublié de vous avertir au début que ceci c'est en train d'être enregistré puis sera diffusé sur le site web du CDN. Oui, puis c'est correct aussi parce que je pense que c'est des choses, c'est des frustrations qui existent. Puis moi, je suis très ouverte aussi, là, comme je l'ai dit, avec mes étudiants, dès le premier cours, je les avise que c'est comme ça que je fonctionne. C'est ça le mode de fonctionnement. Puis c'est important que si le message peut être diffusé, puis s'il y a quelqu'un qui écoute puis qui dit « Ouh, moi, je fais ça. Moi, j'envoie des courriels sans m'identifier. » Ben, peut-être ça va motiver la personne à minimalement signer son nom. Tu sais? Fait que... Merci, Stéphanie, encore une fois. Et là, je vois qu'on a dépassé l'heure, mais normal, c'était notre dernier atelier avec vous. Puis, c'est toujours un plaisir de vous écouter et de participer à tes présentations. Là, je remercie encore tout le monde pour votre participation. Et puis aussi, un grand merci encore une fois à Stéphanie pour les ateliers délivrés, beaucoup d'informations partagées avec nous.
Et j'espère que ça va être bénéfique pour tout le monde et les gens qui vont revoir aussi les ateliers. Donc, juste vous dire qu'ils seront encore rediffusés sur notre site web et sur notre page Facebook. Puis aussi, un grand merci à toute l'équipe CEDEC, des services en développement économique et communautaire du CDN, pour l'organisation de ces ateliers. Et encore, il reste encore un atelier mercredi avec Kera, donc pour clôturer, terminer les ateliers, donc une série de 8 ateliers. Donc c'est ça, sur ce, je vous dis une bonne journée, un grand merci encore une fois. N'oubliez pas, les liens sont sur Eventbrite pour participer au dernier atelier. Et, sur ce, bonne journée. Merci beaucoup Bye. tout le monde. Merci. Bonne semaine.